Bien, bonjour et bienvenue à beaucoup de monde. C'est vraiment très, c'est très satisfaisant de voir que ce sujet intéresse des gens aussi nombreux et aussi divers. Voilà, je pense que vous avez bien senti l'enjeu de cette conférence. Donc, monsieur le conférencier, mesdames et messieurs les responsables des associations co-organisatrices, mesdames et messieurs les représentants de l'hôpital de Tulle, de l'éducation nationale et du Conseil général, mesdames et messieurs. Donc, le Conseil général que je représente est particulièrement donc heureux d'organiser avec les associations le Fil d'Ariane et Passerelle, ainsi qu'avec l'hôpital de Tulle et la plateforme Ordi Collège, cette matinée d'information sur la révolution pédagogique que représente l'arrivée des technologies numériques dans les classes. À ce titre, je peux dire que nous sommes collectivement ici très heureux d'accueillir donc le docteur Tisseron, médecin psychiatre. On m'a dit qu'il avait déjà produit une belle prestation hier dans le cadre de sa venue en Corrèze. Donc nous sommes impatients d'entendre ce qu'il va nous dire. Il est venu donc nous expliquer les mécanismes cognitifs qui sont mis en œuvre par l'utilisation de ces nouveaux supports et interfaces de savoir que sont les écrans et comment les apprivoiser. Mais avant de lui passer la parole, je tiens simplement à rappeler pourquoi une collectivité comme la nôtre a fait le choix pionnier de mettre à disposition de chaque collégien un écran intelligent, d'abord un micro-ordinateur portable, puis très vite une tablette numérique. La Corrèze est d'ailleurs à ce titre aujourd'hui l'un des départements pilotes choisis par l'éducation nationale pour expérimenter les nouveaux contenus pédagogiques et les nouvelles méthodes d'apprentissage proposées par les technologies numériques. En faisant cela, nous avons fait en Corrèze le pari de l'égalité des droits pour permettre à chaque élève, quelle que soit sa situation familiale, de pouvoir utiliser un tel outil sans avoir besoin de l'acheter. Ce pari est ainsi celui de la réussite pour tous dans un monde en pleine évolution technologique, économique et sociale. L'avenir numérique concernera à brève échéance tout le monde, quel que soit son âge. Ainsi, en Corrèze aussi, les grands-mères utilisent déjà des tablettes numériques pour les aider à rester chez elles. Voilà. Ces technologies offrent de nouvelles portes ouvertes sur le monde. Et donc, l'important est bien qu'aujourd'hui, elles profitent à tous et contribuent à préserver les individus des phénomènes d'exclusion sociale. En cela, le département est complètement fidèle à ses missions et son cœur de métier, la solidarité, une solidarité active et qui conforte la dignité, les droits de chacun. Je vous remercie. Je passe la parole peut-être. Merci. Voilà. Merci. Donc, nous sommes très heureux et honorés d'accueillir à Tulle le professeur Serge Tisseron pour une conférence donc centrée sur l'utilisation par les enfants et les adolescents des écrans et des technologies numériques dans le cadre familial, scolaire et institutionnel. Serge Tisseron est psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie, habilité à diriger des thèses. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les relations que nous entretenons avec les images et les écrans et participe en 2013 à la rédaction de l'avis de l'Académie des sciences sur ce sujet. Il a également été honoré en novembre 2013 à Washington d'un award de la FOSI, donc, qui est Family Online Safety Institute, pour l'ensemble de ses travaux consacrés à l'accompagnement des jeunes et des familles sur Internet, parmi lesquels la campagne 36912 qu'il a généreusement accepté de venir partager avec nous aujourd'hui. Je remercie l'hôpital de Tulle et l'équipe du service Passerelle, dont la présence de Madame Barthélémy témoigne aujourd'hui de son soutien. Donc, Passerelle, donc, qui accueille des adolescents et des adultes en situation de crise pour une hospitalisation de courte durée, sans qui, donc, sans ce soutien, nous n'aurions pu organiser cette rencontre aujourd'hui. Je remercie également le Conseil général de la Corrèze qui a accepté avec enthousiasme le projet de cette matinée et en a assuré la logistique. Avant de donner la parole à Isabelle Barthélémy, je tiens à rappeler donc l'opération unique en France Ordi Collège
Et je tiens à vous signaler également la présence du libraire, M. Trarieux, qui met à notre disposition une bibliographie conséquente de M. Tisseron, que vous pourrez consulter en fin de matinée dans la salle attenante à l'amphithéâtre. Afin de profiter au maximum de la présence exceptionnelle de M. Tisseron, nous ne ferons pas de pause dans la matinée et consacrerons un temps important aux échanges en fin de matinée, qui sera clôturé donc par un petit vin d'honneur auquel vous êtes cordialement invités. Nous avons organisé cette rencontre dans l'espoir de pouvoir aborder, si ce n'est répondre à tous les parents, éducateurs, professionnels ou non, en charge d'enfants et d'adolescents, souvent fascinés, parfois irrités, mais toujours démunis devant les nouvelles technologies et les nombreux questionnements et bouleversements qu'elles provoquent. Je vous souhaite et je nous souhaite à tous une bonne matinée riche d'expériences et de questionnements partagés. Bonjour à tous. Nous sommes véritablement très contents d'accueillir M. Tisseron dans nos murs. Et c'est vrai qu'au nom du service Passerelle, qui est un petit service, mais qui a une longue expérience, nous avons affaire au débordement dont nous avons parlé hier, du numérique chez les adolescents avec tout ce qui peut avoir de bon, mais tout ce qui peut avoir de risques et de dangerosité. Et face à ça, parfois nous sommes un peu démunis parce que nous sommes surpris et il faut que nous galopions derrière les adolescents pour comprendre ce qui se passe et pouvoir les soutenir et soutenir leurs parents. Donc, je pense que M. Tisseron va pouvoir nous éclairer sur cette démarche, sur ces galopades que nous sommes obligés de faire. Et le public qui est là, qui est à la fois soignant, éducatif, pédagogique. Il y a beaucoup de personnes du Conseil général. Enfin, il y a un public très, très large qui s'occupe d'enfants et d'adolescents et forcément très intéressé par le propos qui va être développé aujourd'hui. Donc, je remercie tout le monde d'être là aussi nombreux. Et nous passons la parole à notre orateur. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Alors, je vais donc vous faire une petite présentation sur laquelle j'ai hésité d'ailleurs, comme vous avez vu, puisqu'il y a plusieurs PowerPoint qui étaient en compétition pour ce que j'allais vous dire ce matin. Et finalement, celui que j'ai retenu va faire une place à l'école, bien sûr, puisque je suis aussi convié ici à vous parler de la place des tablettes tactiles dans le cadre scolaire, mais on va voir en fait que les transformations de l'enfant, elles doivent être prises en compte par l'école, mais elles doivent être aussi prises en compte évidemment par les institutions soignantes, par les milieux éducatifs et bien entendu par les parents eux-mêmes. Alors, quelques mots d'abord autour de l'utilisation des tablettes tactiles, mais vous verrez que, en fait, l'important autour du numérique est de comprendre que l'introduction du numérique à l'école ne veut pas dire seulement introduire des outils numériques. Les enfants, qu'ils utilisent un outil numérique à l'école ou pas, ont une manière de fonctionner dans leur tête, une manière différente d'envisager les relations avec leurs camarades, avec les adultes, la relation au savoir, la relation aux apprentissages. Et en fait, la grande difficulté auxquelles aujourd'hui sont confrontées les institutions scolaires, les institutions soignantes et les familles, c'est de s'adapter au changement d'état d'esprit des enfants liés à l'usage du numérique, s'adapter au changement d'état d'esprit. Donc à partir de là, on va voir que s'adapter au changement d'état d'esprit, ça veut dire parfois utiliser des outils numériques, parce qu'ils grandissent avec, mais ça veut dire aussi d'autres fois ne pas utiliser d'outils numériques, mais fonctionner autrement pour tenir compte des changements d'état d'esprit liés à l'utilisation des outils numériques. Donc, je vais commencer en effet par dire quelques mots des tablettes tactiles, mais vous verrez que l'essentiel de ce que je vais vous dire ensuite va porter sur cette fameuse adaptation aux changements d'état d'esprit qui sont valables, encore une fois,
pour les parents dans les familles, pour les enseignants dans les écoles et pour les thérapeutes dans les milieux thérapeutiques et pour les éducateurs dans les milieux éducatifs. Alors quelques mots d'abord autour des tablettes, puisque vous avez un très ambitieux programme ici en Corrèze avec l'introduction des tablettes tactiles auprès des enfants. Les avantages peuvent être considérables, ils ne le sont pas forcément, mais si on les utilise bien, les avantages peuvent être considérables. Alors pourquoi? Parce que ces tablettes vont assurer 3 grandes fonctions que l'utilisation traditionnelle du papier-crayon ne permettait pas. La première fonction que les tablettes vont pouvoir remplir, c'est de faire fonctionner ce qu'on appelle l'intelligence visio-spatiale. Je vais vous en reparler. Vous savez que traditionnellement, quand l'enseignant expliquait par exemple la généalogie des rois de France ou la fabrication des montagnes, eh bien, il tirait des mauvaises photocopies de documents qu'on lui avait donnés pendant sa formation et il les collait dans les pages de cahier de l'élève et il fallait que l'élève s'en débrouille. C'était souvent gras, taché, voilà, et l'enfant était invité avec des mauvais crayons de couleur à mettre des couleurs là-dessus pour se repérer un peu. Avec les tablettes tactiles, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des diagrammes, on peut avoir des graphiques, l'environnement visuel est beau et donc ça permet à des enfants qui ont une intelligence visuelle importante d'accrocher leurs connaissances aux documents visuels qui leur sont montrés. Alors je vous en parlerai tout à l'heure par rapport au bouleversement, impliqué dans les apprentissages par le numérique. On sait aujourd'hui que de toutes les grandes formes d'intelligence que nous avons, il y en a 2 qui sont essentielles, l'intelligence verbale d'un côté, l'intelligence visio-spatiale d'un autre. Donc les tablettes vont permettre, tout comme les ordinateurs, de faire travailler cette intelligence visio-spatiale et de permettre à des élèves qui ont peu de mémoire auditive, peu de capacité d'organisation verbale, mais une bonne intelligence visio-spatiale, d'acquérir plus facilement des connaissances, de comprendre plus facilement des choses que l'enseignant veut leur expliquer. Le deuxième intérêt des tablettes tactiles ou des écrans en général, c'est qu'ils vont faire travailler ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Alors c'est quoi la motivation intrinsèque? Comme son nom l'indique, elle est intrinsèque, donc elle s'oppose à l'extrinsèque. Il y a 2 types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, ça veut dire récompenser quelqu'un de ce qu'il a fait. C'est ce qu'on utilisait traditionnellement d'ailleurs quand on voulait apprendre certaines choses à des animaux, notamment à des singes. Chaque fois qu'ils réussissaient une épreuve, on leur donnait un grain de raisin, voilà, ou un petit morceau de quelque chose qu'ils aiment. Et c'est un mode de renforcement qui a pu être aussi utilisé avec les enfants. Le bon point, voilà, la grande image, éventuellement les parents qui donnent un peu d'argent ou qui font un cadeau à leur enfant parce qu'il a réussi un examen, qu'il a eu une bonne note à l'école. Donc ça, c'est la motivation extrinsèque. Et pendant très longtemps, la seule motivation qui était envisagée, c'était la motivation extrinsèque. Pour que quelqu'un fasse quelque chose, il faut le récompenser, soit le payer plus, ou lui donner une gratification symbolique, ou simplement le féliciter. On sait aujourd'hui que le problème de la motivation extrinsèque, c'est que si elle s'arrête, l'activité qu'elle était censée encourager s'arrête aussi. Et donc la motivation extrinsèque, elle est délicate à utiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à une autre forme de motivation qui a fait l'objet de beaucoup de travaux, qui est la motivation intrinsèque. Alors c'est quoi la motivation intrinsèque? C'est le fait d'avoir du plaisir à faire quelque chose parce qu'on est le maître de sa feuille de route. C'est-à-dire on ne fait pas les choses dans un ordre où on nous a dit de le faire, on ne fait pas les choses comme on nous a dit de les faire, on ne fait pas les choses au moment où on nous a dit de les faire, on les fait quand on a envie de les faire, dans l'ordre où on a envie de les faire, comme on veut les faire. Et on s'est aperçu que cette motivation intrinsèque, elle existe même chez les animaux, puisque, encore une fois, les singes, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on peut motiver les singes dans des activités sans les récompenser, simplement en leur donnant une certaine latitude de choix dans l'organisation de leurs tâches. Et donc, quelle est la place des tablettes tactiles, des ordinateurs dans la motivation intrinsèque? C'est que les ordinateurs vont pouvoir offrir plusieurs portes d'entrée
pour les mêmes activités. Les ordinateurs vont permettre aux enfants de faire leur chemin dans l'acquisition de certaines connaissances ou dans la réalisation de certaines épreuves. Ils ne sont pas obligés de faire des épreuves dans l'ordre où on tourne les pages d'un livre, ils peuvent les faire dans un autre ordre. Et là, on voit bien que dès qu'on tourne les pages d'un cahier d'exercices, on est tenté de faire les exercices dans l'ordre de succession des pages et les numéros des exercices. Dès que les exercices sont proposés selon une arborescence, sur une tablette tactile, sur un écran, eh bien, on peut choisir d'en faire un endroit, un autre endroit. C'est la motivation intrinsèque et on sait aujourd'hui que les enfants apprennent beaucoup mieux, les adultes aussi, quand on leur propose de faire fonctionner cette motivation intrinsèque. Et puis, il y a un troisième intérêt des tablettes tactiles qui sera de plus en plus important, et des ordinateurs, qui sera de plus en plus important au fur et à mesure que les enfants différents, comme on dit aujourd'hui, seront intégrés dans le milieu scolaire normal, des enfants qui ont des handicaps sensorimoteurs, des handicaps cognitifs. Eh bien, les tablettes tactiles sont des machines merveilleuses, comme les ordinateurs, pour compenser ou contourner certains handicaps. Par exemple, un enfant qui ne peut pas écrire peut utiliser un logiciel de traitement vocal et la machine écrira à sa place. Donc, il pourra avoir sa place pleine et entière dans une classe, bien qu'il ne sache pas écrire, parce qu'il dictera les textes que son handicap moteur lui empêche d'écrire. Des enfants qui ont une bonne intelligence intuitive pourront utiliser les possibilités de visualisation spatiale de la tablette. Je pense notamment à des enfants qui peuvent avoir une intelligence plus visuelle, mais aussi parfois des troubles qu'on appelle des troubles envahissants du développement, des enfants qui ne peuvent être pas très à leur aise avec le langage, mais très à leur aise avec la visualisation. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a tout un monde qui s'ouvre du côté de l'utilisation des tablettes pour faciliter l'intégration des enfants en situation de difficulté. Donc, vous voyez, trois grandes raisons de travailler avec les tablettes, mais en même temps, vous voyez évidemment que ça nécessite de travailler autrement qu'avec du papier-crayon. La tablette d'écriture ne va pas remplacer le papier, la tablette de lecture ne va pas remplacer le livre, parce que si tel était le cas, ça ne servirait à rien d'introduire une tablette. C'est vrai que la tablette peut le plus ou elle peut le moins, elle peut être utilisée pour écrire et pour lire, c'est le moins, mais elle peut être utilisée pour beaucoup d'autres choses. Il ne faut quand même pas oublier que la logique du numérique, c'est l'interconnexion. La logique du numérique, ce n'est pas de changer le support, ce n'est pas d'économiser la coupe des arbres pour avoir moins de cahiers, de livres papier et plus de supports recyclables. La logique du numérique, c'est l'interconnexion. Avec le papier, je retrouve à tout moment sur mon cahier ce que j'y ai écrit. Avec la tablette, je trouve à tout moment ce que le monde entier a écrit. Et c'est ça la différence fondamentale. Autrement dit, avoir des tablettes non connectées, c'est une absurdité. Et l'idée, c'est d'abord évidemment de les connecter entre élèves et ensuite de les connecter via Internet avec l'ensemble des connaissances du monde. Donc on aura l'occasion d'en reparler et vous voyez déjà en tout cas que il y a une logique du numérique qui est celle du travail collaboratif, qui est celle de l'interconnexion. Et je vais avoir l'occasion de vous en reparler. Alors encore un mot, donc là je vous fais un exposé magistral. Vous voyez, je suis surélevé. Je pensais me mettre en bas, finalement, comme on a fait la présentation en haut, je me suis dit je vais rester en haut. Mais donc là, j'en parle parce que on est dans un modèle traditionnel de transmission du savoir, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est censé savoir, qui vient de Paris, en plus, la capitale, et donc qui vient là vous parler, voilà, de choses que vous êtes censé ne pas savoir, mais que sans doute vous êtes un certain nombre à savoir aussi bien que moi. Et alors, vous voyez qu'il y a un décalage qui est créé artificiellement, et là, on est dans un monde de la transmission verticale, c'est un monde traditionnel, on pourrait dire le monde du livre. Vous avez compris que je vais vous parler d'un autre monde, je vais vous parler des bouleversements psychologiques provoqués par l'utilisation des technologies numériques. Et au premier rang de ces bouleversements technologiques, il y a le fait qu'avec le numérique, la transmission n'est plus verticale, elle est horizontale. C'est-à-dire tout le monde peut contribuer de la même manière à la fabrication des savoirs. Alors ça a une conséquence concrète très simple, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, c'est que si vous avez des questions à me poser, vous n'attendez pas que j'ai fini mon exposé, vous pouvez lever le doigt, m'interrompre et à tout moment me poser des questions.
Pourquoi je fais ça? Je fais ça d'abord pour vous montrer que le modèle de la transmission change. Et je fais ça aussi pour vous montrer que si vous êtes enseignant ou si vous êtes thérapeute, il faut accepter la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, les enfants grandissent dans un monde où ils ne sont plus encouragés à fermer leur gueule, comme on l'était traditionnellement. Ils sont au contraire encouragés à prendre la parole à tout moment. Et que ça veut dire que la première chose que nous avons à faire, c'est à nous rendre disponibles à cette capacité. Donc si vous avez envie de m'interrompre à tout moment, il n'y a pas de problème, c'est la règle du jeu. À partir de maintenant, c'est la règle du jeu du numérique. Alors, si vous avez une question, non. Alors on continue. Donc on a changé de monde et on va voir que malheureusement, ça a été perçu comme bien rapide par beaucoup de gens. Voilà. Ça a été perçu comme trop rapide. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, avec le numérique ». J'ai entendu dire ça hier à Paris, des gens disant « Mais alors, si les enfants ont des tablettes tactiles à l'école, alors ils vont regarder la télé le matin, ils vont utiliser une tablette tactile à l'école, ils vont rentrer le soir, ils vont aller sur l'ordinateur, alors ils vont être tout le temps devant les écrans ». Alors, beaucoup d'inquiétudes. Alors, oui, parce que cette révolution technologique va très vite, mais il faut comprendre qu'en même temps, elle était inévitable. Puis il faut comprendre aussi qu'au moment où une technologie nouvelle arrive, on a toujours tendance à attendre tout d'elle. Quand la voiture automobile a été inventée, les gens se sont dit « mais c'est formidable, il faut construire des routes partout, etc. » Puis vous savez les ravages que ça a fait. Maintenant, on en est revenu. Donc, quand les avions supersoniques ont été inventés, on s'est dit « ça y est, c'est formidable, on va faire des avions qui vont aller Paris-New York en 3 heures. » On a fait le Concorde, bon, vous avez vu ce qu'il est devenu. Donc, quand une technologie est inventée, il y a toujours tendance à lui demander beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui demander tout pour s'engager dans l'utilisation de quelque chose de nouveau. C'est bien d'en attendre beaucoup, mais en même temps, il y a un moment où on s'aperçoit qu'il ne faut jamais trop attendre des technologies, il ne faut jamais trop attendre des outils. Mais en revanche, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que cette révolution numérique que nous vivons, elle était inévitable. Alors pourquoi elle était inévitable? Pour la raison que je vous évoquais tout à l'heure, c'est que nous avons tous 2 formes d'intelligence et que le livre n'en avait satisfait que l'une des 2. Voilà. Alors, pensez à nous, ici en plus on est pas loin des abris sous roche des premiers hommes. Alors rappelez-vous, essayez d'imaginer plutôt comment était leur vie. Voilà. Alors ils étaient dans des abris sous roche, ils allaient chasser du gibier. Bon, ils le trouvaient peut-être par hasard, on ne sait pas, au moins au début. Puis quand ils l'avaient trouvé, il fallait qu'ils reviennent chez eux. Ils tuaient le gibier, il fallait revenir dans leur abri sous roche. Et alors, il fallait qu'ils fassent fonctionner leur intelligence visuospatiale. Il fallait qu'ils arrivent à se repérer. Voilà. Et puis quand ils étaient arrivés dans leur abri sous roche, peut-être qu'il y avait des chasseurs qui étaient restés à la maison, on pourrait dire, et il fallait leur expliquer où était le gibier. Alors comment faisaient ces premiers hommes? Eh bien, après avoir retrouvé leur chemin en faisant fonctionner leur intelligence visuospatiale, eh bien, ils allaient expliquer à leurs collègues de chasse où était le gibier, avec des cris, avec des gestes, avec des borborigmes, avec des débuts de syllabes. Petit à petit, l'être humain inventait le langage. Et comme ça, pendant très longtemps, l'intelligence visuospatiale et l'intelligence verbale ont coexisté à part égale. Et puis l'écriture a été inventée, et puis les premiers codex, les premiers livres ont été inventés, mais cette intelligence visuospatiale et cette intelligence verbale continuent à peu près à coexister encore au Moyen-Âge, et la meilleure preuve, c'est les Bibles illustrées, puisque dans les Bibles illustrées, vous avez un texte qui raconte quelque chose et des enluminures qui racontent autre chose. Le caractère étonnant des Bibles, quand on les regarde, c'est que les dessins ne racontent pas le texte, les dessins racontent autre chose. C'est le contraire des livres illustrés de la Troisième République ou de la Quatrième, voilà, c'est-à-dire des livres illustrés dans lesquels le dessin est subordonné au texte. Rappelez-vous vos livres d'histoire, vos livres de français, le dessin est subordonné au texte, alors que dans les Bibles illustrées, il y a un discours du dessin, un discours d'illustration, avec une intelligence visuospatiale, c'est magnifique à regarder, et un discours verbal qui raconte quelque chose. Et ça va être complètement cassé par l'invention de l'imprimerie. Et avec l'invention de l'imprimerie, le texte va se mettre à régner de manière unilatérale. Et ça va donner quoi? Ça va donner l'idée qu'avec le livre, l'être humain aurait atteint le summum de la culture.
L'être humain a inventé le livre et a atteint le summum de la culture. Et nous vivions dans les années 1980, comme les poissons vivent dans l'eau, sans savoir qu'ils sont dans l'eau, et nous vivions dans la culture du livre sans savoir que nous étions dans une culture relative, dans une culture possible. Puis tout d'un coup, les technologies numériques sont inventées, et nous allons voir, elles apportent une autre culture, et beaucoup de gens disent « mais c'est pas possible ». On tient la culture du livre, donc on ne veut pas l'abandonner. Et la culture numérique menace la culture du livre. Donc il y a des gens qui freinent en disant on ne veut pas de la culture numérique, on veut rester attaché à la culture du livre. C'est une erreur parce que la culture du livre prend pleinement en charge l'intelligence verbale, mais la culture numérique prend pleinement en charge l'intelligence visuospatiale. En d'autres termes, les enfants d'aujourd'hui ont une chance extraordinaire si on leur permet d'utiliser la culture du livre pour ce qu'elle apporte de meilleur, c'est-à-dire l'intelligence verbale, et ils ont une chance extraordinaire si on leur permet d'utiliser la culture des écrans pour ce qu'elle apporte de meilleur, l'intelligence visuospatiale. Donc ces deux cultures sont complémentaires, comme nos formes d'intelligence sont complémentaires. En revanche, il faut comprendre que ces deux outils, que sont le livre d'un côté et les écrans d'un autre côté, véhiculent chacun une idéologie. C'est quoi une idéologie? Mais c'est une manière de penser, de sentir, de se percevoir dans le monde, de percevoir les autres, de penser les savoirs, de penser les apprentissages, de penser le temps, de penser l'espace. Avec l'introduction du numérique, tout change, tous les repères changent, et on va voir qu'est-ce que ça bouleverse dans tous les domaines. 4 grandes révolutions. Je vais laisser le temps et l'espace de côté, hein, parce que si on avait la journée, on les prendrait. On va laisser de côté. Si ça vous intéresse, on en reparlera. Et je vais simplement me centrer sur les 4 grandes révolutions qui intéressent le plus l'école, les thérapeutes et les familles. Donc, révolution dans la relation au savoir, révolution dans la relation au savoir, révolution dans la relation aux apprentissages, révolution dans le fonctionnement psychique, révolution des liens et de la sociabilité. Ça, c'est les révolutions impliquées par la culture numérique. Mais, comme je vous ai mis, il faut bien comprendre que cette culture numérique, elle se caractérise au-delà des révolutions qu'elle met en route. Cette culture numérique se caractérise par un formidable pouvoir de métissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que le livre permettait de faire, la culture numérique est également en train de le prendre en relais. La culture numérique permet de faire des choses que le livre ne permettait pas de faire. La culture numérique nous permet de jouer à des jeux vidéo, d'aller sur Facebook, de consulter Wikipédia, de regarder en temps réel la météo du monde entier ou des vidéos sur YouTube à tout moment, et de rentrer en contact avec tous les gens du monde à tout moment pourvu que vous ayez leur téléphone ou leur adresse mail. Donc le numérique permet de faire des choses que le livre ne permettait pas de faire, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ce que le livre permettait de faire est en train d'être pris en relais par le numérique, c'est-à-dire que de plus en plus, nous lirons sur des tablettes de lecture et non plus sur des livres de papier, nous écrirons sur des tablettes tactiles et non plus sur des surfaces de papier, mais des tablettes tactiles différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'elles seront sensibles à la pression, hein, et on pourra même reproduire la pression des plumes sergent-major sur le papier, puisque il y aura une réceptivité non pas de la plume au papier, mais du papier, si on peut dire, du papier numérique au stylet, mais cette réactivité sera la même. Et donc de plus en plus d'activités que nous avions traditionnellement avec le papier-crayon seront prises en relais par le numérique. Donc vous voyez que pour caricaturer un peu les choses, il faut distinguer dans la culture numérique, la culture du numérique, qui est tout ce que le numérique permet de faire, que l'ancien modèle du livre ne permettait pas de faire, livre, papier, crayon, etc. ne permettait pas de faire, et une culture par le numérique, qui est le fait que cette culture, en plus, permet de faire avec d'autres supports tout ce que la culture traditionnelle du livre, papier, crayon permettait de faire. C'est pour ça que vous comprenez mieux ce que je vous disais tout à l'heure avec les tablettes tactiles. Il y a une manière d'utiliser les tablettes tactiles qui est de les utiliser comme on utiliserait du papier crayon. On y porte certaines informations, on peut les retrouver à tout moment. Et puis il y a une autre manière d'utiliser les tablettes, qui est encore une fois d'avoir accès à tout ce qu'on n'y a pas mis soi-même, mais que le monde entier y a déposé sur Internet. Et c'est évidemment la bonne manière. Alors, je vous ai vu là, pour ceux qui peut-être qui comprennent pas bien, la timeline sur Facebook. Oui, alors quelques mots de timeline. Donc, quand Facebook a été inventé,
vous en souvenez peut-être, hein, il n'y a pas si longtemps, c'était des espaces personnels dans lesquels on mettait des choses, des vidéos, des photos, des petits textes, voilà. Et ces espaces personnels que chacun pouvait s'ouvrir sur Facebook, ils ressemblaient un peu à une sorte de boîte à chaussures, hein, que ma grand-mère aurait pu avoir dans son placard. Et dans cette boîte à chaussures, ma grand-mère mettait la tétine de son petit-fils, le ruban que sa petite fille avait eu, le premier ruban que sa petite fille avait eu dans les cheveux, les 3 bougies du 3e anniversaire, des photos, voilà, des petits textes, des poèmes, etc. Mais quand ma grand-mère allait chercher sa boîte à chaussures, sa boîte à trésors, c'était un grand fouillis, il fallait vraiment tout retourner. Et plus l'enfant grandissait, plus ses petits-enfants grandissaient, plus cette boîte était encombrée, plus c'était difficile de s'y retrouver. Et bien ça, c'était votre espace Facebook avant la timeline. La timeline, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été proposé d'abord, puis imposé ensuite en 2012 par Facebook. C'est l'idée que tout ce que vous mettez sur Facebook va être indexé en fonction du jour, en fonction de l'année, du jour et de l'heure. Ça veut dire que maintenant, dans la boîte à chaussures de ma grand-mère, il y a un petit génie, et ce petit génie organise tout ce que ma grand-mère met dans sa boîte au fur et à mesure qu'elle le dépose. Et quand elle veut consulter ce qu'il y a dans sa boîte ou qu'elle veut le montrer à quelqu'un, eh bien, il suffit qu'elle tire la ficelle, qu'elle tire la timeline, et tout s'organise comme votre biographie pourrait s'organiser. Tout est organisé sur la ligne des temps. Et la timeline sur Facebook a été très importante parce que avant, Internet était perçu uniquement comme un espace horizontal où toutes les informations s'accumulaient de manière équivalente, et la timeline a été une très forte incitation à organiser aussi les informations sur Facebook selon une ligne des temps. Or, la ligne des temps, c'est une caractéristique du livre, on va en reparler, ce n'est pas une caractéristique des espaces. C'est-à-dire que là, la timeline, c'est typiquement un procédé de métissage, c'est-à-dire la timeline, c'est l'introduction de la culture du livre en tant qu'elle est caractérisée par la succession, par la temporalité, par la linéarité, l'introduction de la culture du livre dans le monde des écrans, que sont des mondes de l'horizontalité. Dans les écrans, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temporalité. Alors, bon, si on voit un film, il peut y avoir une histoire. Mais quand on regarde le film, on ne pense pas tellement à l'histoire. Surtout maintenant, les films sont faits pour nous captiver à tout instant. On a les yeux arrondis, on est sidéré sur son siège, on est transporté, on est bouleversé. L'histoire, on y réfléchira après, ou on y a réfléchi avant en lisant une critique de cinéma avant d'aller voir le film. Mais pendant qu'on regarde, on n'est pas dans l'histoire. On est dans un présent permanent qui nous enchante. Donc la culture des écrans, c'est une culture du présent permanent. La culture du livre, c'est une culture de la chronologie. D'ailleurs, le livre des livres, la Bible, le premier livre, débute par une chronologie. La culture du livre, c'est une culture de la chronologie. Et vous voyez, la timeline, c'est introduire la chronologie, c'est-à-dire un élément majeur de la culture du livre, dans le monde des écrans. Donc c'est pour ça que la timeline était un bouleversement aussi important même pour les utilisateurs de Facebook, mais également important en tant qu'elle est un des plus beaux témoignages de ce processus de métissage dont je vous parlais, c'est-à-dire l'introduction par les technologies numériques dans le monde des écrans, des repères de la culture du livre. Alors, on va envisager ces différentes révolutions les unes après les autres. Révolution dans la relation au savoir d'abord. Eh bien, c'est facile à retenir. Appuyez-vous sur un procédé mnémotechnique simple, c'est-à-dire je lis mon livre. Voilà, donc je, c'est moi, et je veux être tout seul à lire mon livre. Si quelqu'un lit par-dessus mon épaule, je me prends une autre position pour qu'on ne lise pas mon livre par-dessus mon épaule, même si je lis un gratuit. D'ailleurs, les gens dans les transports en commun à Paris qui lisent un gratuit, vous savez, il y a des piles de gratuits, chacun prend le sien. Si vous avez oublié d'en prendre un ou qu'il n'y en a plus quand vous arrivez, que vous voulez lire celui de votre voisin sur son épaule, il ne veut pas. Pourtant, ce n'est pas un livre qu'il a choisi spécialement pour lui, c'est un gratuit que tout le monde pourrait consulter. Mais chacun a son livre, on lit son livre. Et puis, donc un lecteur pour un livre, et puis un livre en général écrit par une seule personne. Bon, les articles signés, même s'ils ont été écrits par un collectif, souvent ils sont signés. Et puis une seule tâche réalisée à la fois. C'est pas parce qu'on dit que les adolescents sont multitâches qu'on en conclut qu'ils lisent plusieurs livres à la fois. On ne lit qu'un seul livre à la fois. Et puis l'idée que la culture du livre a entraîné une idéologie dans son sillage qui est que lorsque nous faisons quelque chose, nous devons le faire le mieux possible.
hein, voilà, la tâche accomplie parfaitement. Alors pourquoi est-ce que la culture du livre a entraîné cette idée qu'il faudrait faire les choses le mieux possible? Ben, c'est parce que quand quelqu'un a écrit un livre et qu'il l'a remis à l'imprimeur, à l'éditeur plutôt, qu'il remet lui-même à l'imprimeur, c'est fini, on ne peut pas corriger. Un peintre qui vend son tableau au musée, il peut toujours un jour, avec sa trousse de couleurs, retourner au musée et faire des retouches. Il y a quelques exemples célèbres. Mais avec un livre, on ne peut pas. Hein, quand c'est passé chez l'imprimeur, on ne peut pas le changer, il faut attendre l'édition suivante. Donc la culture du livre a produit dans son sillage l'idée qu'il faudrait que nous fassions les tâches que nous faisons le mieux possible. En plus, l'idéologie chrétienne en a rajouté une couche là-dessus, voilà, l'imitation de Jésus-Christ. Et donc du coup, l'idée qu'il faut s'appliquer, il faut faire les choses parfaitement. Mais tout ça, c'est la culture du livre, parce que dans la culture numérique, d'abord, il n'y a pas un support, il y en a plusieurs. Hein, il y a plusieurs écrans, chacun est devant plusieurs écrans. L'adolescent est devant plusieurs écrans, mais éventuellement, il a un écran d'ordinateur divisé en plusieurs sous-écrans. Hein, c'est habituel que des garçons à 14, 15 ans divisent leur écran en deux, moitié jeux vidéo en réseau et moitié Facebook. Donc, ils vont de l'un à l'autre. En plus, l'écran de télé, en plus, l'écran du téléphone mobile, dans plusieurs écrans ouverts en même temps, plusieurs spectateurs. Bon, le cinéma, traditionnellement, plusieurs spectateurs pour le film, mais même lorsqu'on est tout seul à regarder la transmission d'un match de télévision ou un concours de chansons sur son récepteur de télé, on sait qu'on n'est pas tout seul à le regarder, on sait qu'il y a une communauté, il y a un collectif, on regarde les résultats des élections, il y a un collectif. Donc, plusieurs spectateurs et plusieurs créateurs, puisque c'est vrai que l'invention du numérique remet aujourd'hui beaucoup en cause le droit d'auteur, puisqu'il n'y a plus d'auteurs au singulier, mais il n'y a plus que des auteurs. Et donc, dans cette culture du numérique, eh bien, les tâches vont pouvoir être faites provisoirement, puisqu'avec le numérique, on peut toujours tout changer. Et c'est évidemment le modèle Wikipédia, dans lequel chacun contribue également, que vous soyez académicien ou que vous soyez collégien de 14 ans, vous pouvez de la même manière contribuer à Wikipédia. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que toutes les contributions soient reconnues de la même manière, puisque votre contribution peut très bien être effacée de Wikipédia dans les 2 minutes qui suivent si elle n'est pas jugée conforme par des gens qui connaissent très bien le problème. Puis vous savez aussi que sur Wikipédia, si vous changez quelque chose, il faut l'argumenter par ce qu'on appelle des liens, c'est-à-dire justifier la validité de ce que vous mettez en renvoyant à diverses sources d'informations. Donc Wikipédia, qui apparaissait au début comme un projet un peu fou, est quelque chose quand même qui tient la route, et à tel point que l'Encyclopædia Britannica, l'équipe de l'Encyclopædia Britannica, a montré qu'il n'y avait pas plus d'erreurs dans Wikipédia que dans l'Encyclopædia Britannica. Lorsque des erreurs sont introduites, il a également été montré qu'elles étaient corrigées en moyenne dans les 2 minutes.